Nous sommes en 1949. L'endroit, la Cité des Anges, aussi connue sous le nom de Los Angeles. Certains disent que New York est la ville qui ne dort jamais. Eh bien, cette ville donne du fil à retordre à la grosse pomme. Les gens ici dorment, bien sûr, mais ils le font tous d'un seul œil. On ne sait jamais qui pourrait vous poignarder dans le dos et se servir de vous pour gravir l'échelon suivant vers la gloire et la fortune. C'est ce que tout le monde cherche ici. Attirés par le clinquant des vedettes hollywoodiennes depuis n'importe quelle petite ville dont ils ont réussi à s'échapper. Mais certains pauvres types découvrent, une fois arrivés, que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Personne ne connaît cette dure vérité mieux que l'un des meilleurs détectives privés de Los Angeles. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, à moins de vous être déjà retrouvé dans une situation vraiment délicate. On ne pousse jamais la porte du bureau du détective quand tout va bien. Non, ce sont des gens qui ont touché le fond et ont trouvé encore pire, qui connaissent les bas-fonds où les démons de la Cité des Anges aiment se cacher. En ce jour-là, un jour exceptionnellement pluvieux pour une ville aussi ensoleillée, l'une de ces âmes pauvres et malchanceuses frappe à la porte du détective. Il est assis à son bureau, en train de boire une tasse de café noir bien corsé et de regarder la pluie quand on frappe à la porte le ramène sur terre. La porte s'entrouvre et une belle blonde en manteau gris entre. Elle a entendu une rumeur disant que si la police ne peut pas vous aider à résoudre une affaire, c'est lui qu'il faut aller voir. Il hausse les épaules en buvant son café. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas le cas. Ça dépend de l'affaire, bien sûr, et ça dépend si elle peut se permettre ses honoraires. Elle rit à cette remarque et lui lance une enveloppe bourrée de billets, du vrai argent comptant. L'argent, lui assure-t-elle, n'est pas un problème. Le détective compte l'argent, l'inspecte pour s'assurer que c'est bien du vrai. C'en est. Il glisse l'enveloppe dans un tiroir de son bureau, puis croise les mains et se penche en avant pour accorder toute son attention à la femme mystérieuse. Pourquoi vient-il au bureau aujourd'hui? Elle jette une autre enveloppe sur le bureau. Celle-ci est plus grande, et quand il l'ouvre, quelques photos en tombent. Il a vu beaucoup de laideur dans sa vie, mais il n'a jamais rien vu de pareil. Ce sont des photos de scènes de crime. Un pauvre type tué dans son lit. Ce n'est pas si inhabituel. C'est la méthode du meurtre qui paraît étrange au détective. Le gars ressemble à un coussin à épingles, complètement couvert de flèches. Pourquoi s'introduire chez un homme pour l'attaquer avec des flèches? Ça paraît un peu démodé, alors qu'un revolver n'est pas vraiment difficile à trouver dans cette ville. L'étrangeté ne s'arrête pas là non plus. La deuxième photo montre un plan rapproché du lit. Les flèches sont passées par le dessous du lit. Autant que le détective puisse en juger, le pauvre type s'est glissé dans son lit et est parti au pays des rêves, sans se douter que son meurtrier se cachait sous le lit avec une sorte d'arc et de flèches. Ensuite, le meurtrier a tiré 11 flèches sans que la victime ne s'en aperçoive. Il comprend pourquoi la femme lui a confié cette affaire. Les flics ont clairement tout fait pour étouffer l'affaire. Quelque chose d'aussi étrange? Ils veulent absolument éviter que cela apparaisse dans les journaux. Empêcher les gens de paniquer à propos d'archers mystérieux qui rôdent dans les rues. Alors, qui est ce type? Le Maccabée. La femme s'essuie les yeux avec un mouchoir. C'était un cher ami à elle, explique-t-elle. Tout ce qu'elle veut, c'est découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé et retrouver le malade qui a commis cet acte. Elle a déjà payé les honoraires d'avance. Il ne reste qu'une chose à discuter. Le détective acceptera-t-il l'affaire? Il jette un coup d'œil aux photos, au lit, aux flèches, à la victime. Il fait ce métier pour l'argent et aussi pour les horaires flexibles. Mais ce qu'il aime vraiment plus que tout, c'est résoudre un mystère. Et c'est l'un des mystères les plus croustillants qu'il ait vu. Il accepte l'affaire et il scelle l'accord d'une poignée de main. Alors que la femme se prépare à quitter son bureau, elle se retourne une dernière fois. Le détective doit juste savoir une chose de plus sur la victime. C'était un grand producteur, le type derrière l'un des plus grands studios d'animation de la ville. Si le détective parvient à résoudre cette affaire, il y aura probablement une grosse prime à la clé pour lui, sans parler du coup de pouce à sa réputation que lui apporterait la résolution d'une affaire aussi médiatisée. Il a intérêt à ne pas tout gâcher. Avant toute chose, il ferait mieux d'aller examiner la scène du crime.
Le détective est plutôt doué avec les mots, et il utilise son bagou pour se faire passer pour un vieil ami du défunt et ainsi entrer dans la maison de la victime. Une fois à l'intérieur, il est temps de fouiner un peu et de voir ce qu'il peut trouver. Rien de vraiment inhabituel dans l'ensemble. Les trucs habituels de riches, des vases élégants, des récompenses sur les étagères, des affiches de films que ce type a dû financer. Il se dirige vers la chambre, espérant trouver un peu plus d'informations sur la scène du crime elle-même. Voilà le matelas, taché de sang et criblé de trous causés par les flèches. Il s'accroupit et inspecte le sol. Effectivement, aucune trace sur le sol. Les flèches ne sont pas venues d'en bas, le tueur n'était ni au sous-sol ni sous le plancher. Le tueur a dû se cacher sous le lit. Mais maintenant qu'il regarde le lit de près, le détective remarque un problème important avec cette théorie en particulier. Il n'y a pas assez de place là-dessous. À moins que le tueur ait été un enfant ou ait eu l'arc le plus petit du monde, il n'y a aucune chance qu'il ait pu faire tout ça. Manque d'espace évident. Alors, comment ont-ils procédé? Il se lève en se grattant la tête. Ça n'a tout simplement aucun sens. Cette affaire sera plus complexe que prévu. Attends, c'est quoi ça? Il remarque un papier sur une étagère voisine. Il est froissé et tacheté de sang. Attends. Il se souvient de quelque chose. Sur la photo, une flèche traversait la langue de la victime. Il y avait quelque chose d'attaché dessus, un bout de papier. Un mot. Il prend le papier et le déplie pour l'examiner. Ça doit être le même mot. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? En lisant les mots, il se retrouve avec encore plus de questions et pas une seule véritable réponse. Chronique 110. Je ne suis pas Fudd. Qui est Fudd? Et c'est quoi cette histoire de chronique? Ça doit être un verset de la Bible, se dit-il. Le détective ne connaît pas très bien la Bible, donc il n'arrive pas à situer le verset de mémoire. Mais il a une Bible chez lui, une qui était déjà dans l'appartement, laissée par l'ancien locataire quand il est parti précipitamment. Il met la note dans sa poche et rentre chez lui pour suivre son seul indice. Quand il rentre chez lui, il se sert un verre, s'affale dans son fauteuil préféré et ouvre cette Bible inutilisée. Chronique chapitre 1 verset 10. Il tourne la page jusqu'au verset indiqué et lit. Cush engendra Nimrod, qui fut le premier à devenir un grand guerrier sur terre. C'est tout, un type nommé Cush qui engendre un guerrier nommé Nimrod? Quel rapport avec tout ça? Peut-être que le tueur a simplement perdu la tête. Le détective relit le passage encore et encore, cherchant un sens caché jusqu'à ce qu'il s'endorme dans son fauteuil. Il se réveille le lendemain au bruit des coups frappés à sa porte. Il s'essuie les yeux encore ensommeillés et se dirige en titubant vers la porte, l'ouvre et découvre sa cliente, cette même belle blonde distante qui se tient là. Elle est bien moins soignée qu'hier. Ses cheveux sont en désordre, ses yeux grands ouverts et affolés. « Il y a eu un autre meurtre, lui dit-elle. Quelqu'un d'autre a été retrouvé mort chez lui, le corps criblé de flèches. » Pas le temps de préparer une cafetière. Il prend son manteau et suit la femme vers la prochaine scène de crime. Cette fois, le corps est encore présent. Il peut le voir lui-même. L'homme est assis par terre, le dos contre la porte de sa chambre, comme s'il essayait de la maintenir fermée. Les flèches ont traversé le bois et se sont fichées dans son dos. 6 d'entre elles, suffisamment pointues pour percer le bois et les organes vitaux. Qui était ce type? La blonde explique. C'était un autre de ses amis. Il avait été animateur dans le studio de la première victime. Le détective sort un petit carnet de sa poche et note cela. Ça, c'est une piste. Quelqu'un au studio pourrait-il vouloir du mal à ces hommes selon elle? La femme secoue la tête. Elle ne voit personne. Pourtant, cela ne semble pas être une coïncidence. Le détective sait quel sera son prochain arrêt. Le studio d'animation. Après un examen minutieux de la nouvelle scène de crime, sans qu'aucun nouvel indice n'ait été trouvé, le détective se rend au studio d'animation. D'abord, les agents de sécurité refusent l'entrée, mais grâce à son bagou, il parvient encore à passer la porte. Et maintenant, il ne peut pas demander à parler aux responsables. Il nourrit déjà les pissenlits par la racine. À la place, il va devoir déambuler dans les couloirs et suivre son instinct. Alors qu'il marche, il entend soudain un nom provenant d'une pièce voisine. Pauvre petit Nimrod. Cette voix vient de dire « Il n'y a aucun doute ». Il a bien entendu Nimrod. Il pousse la porte et découvre une salle de projection où passe un dessin animé.
Le dessin animé montre un lapin qui nargue un chasseur. Les hommes à l'intérieur demandent au détective ce qu'il fait là, mais il a d'abord une question à leur poser. Quel est ce dessin animé? Eh bien, c'est A Wild Hare, lui répondent-ils, avec Bugs Bunny et Elmer Fudd. Le détective griffonne une nouvelle note. Ce verset biblique sur le corps de la première victime, ce dessin animé de Bugs Bunny, tout doit être lié d'une manière ou d'une autre. Il remercie ces messieurs et prend congé. Le détective passe la nuit dans son bureau, tentant de relier les éléments. Des théories tourbillonnent dans sa tête, mais aucune ne semble vraiment correcte. Peut-être que quelqu'un de l'équipe de production en veut à ses collègues. Peut-être que quelqu'un a été renvoyé du projet et cherche à se venger d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que c'est tout autre chose, une liaison qui a mal tourné. De nos jours, c'est généralement une liaison. Pourquoi alors citer le dessin animé? Pourquoi Nimrod? Pourquoi des flèches? Pourquoi tout ça? Le détective pose sa tête dans ses mains et pousse un lourd soupir. Plus il en apprend sur cette affaire, moins elle a de sens. Il n'a aucun moyen de savoir quand ou si le tueur va frapper à nouveau. Le lendemain matin, il se réveille au son d'un appel téléphonique. Son estomac se serre, il hésite à décrocher. Mais il sait déjà ce qu'il va entendre. Il y a eu un autre meurtre, encore un pauvre type criblé de flèches. Cette fois, c'est un écrivain, un des gars responsables du scénario de A Wild Hare. Quelqu'un ici a un problème avec l'équipe de ce dessin animé. Il les élimine un par un. S'il ne savait pas mieux, on croirait qu'Elmer Fudd est peut-être un vrai gars avec une rancune. Mais c'est fou. Los Angeles est une ville folle la plupart du temps. Mais ce n'est pas non plus digne d'un Looney Tunes. Sur la scène du crime, il y a encore plus de flèches impossibles. Elles ont surgi du sol et transpercé la victime alors qu'il regardait la télé sur le canapé. Mais voilà le problème, la maison de ce type n'a pas de sous-sol. Comment les flèches ont-elles traversé le plancher? C'est impossible, ça devrait être impossible en tout cas. Mais c'est arrivé. Dans un moment de frustration désespérée, le détective arrache les planches du plancher à main nue, s'attendant à moitié à trouver une sorte de compartiment secret en dessous. Il n'y a qu'une dalle de ciment. En passant ses mains sur le ciment, il y trouve aussi des trous. Les flèches ont percé le sol depuis les profondeurs de la terre. Cet après-midi-là, le détective agit comme jamais auparavant. Il rembourse le client. Il rend l'enveloppe d'argent liquide à la blonde en s'excusant. Elle se mouche dans son mouchoir et lui fait un baiser d'adieu sur la joue. Certaines questions semblent ne jamais devoir recevoir de réponse. Même le plus grand détective privé de la ville a ses limites. Ce soir-là, il se rend dans un bar du coin pour noyer son chagrin et devient un peu bavard avec le barman. Il lui parle de l'affaire sans réponse, l'archer mystérieux qui élimine les animateurs en ville et défie les lois de la nature. Soudain, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Il lève les yeux et voit un homme en costume sombre avec un air avenant derrière des lunettes. L'homme lui propose son prochain verre en échange d'une conversation. Il veut entendre tout ce que le détective sait sur l'affaire. Le détective hésite au début. Qui le demande? Il hausse un sourcil. L'homme étrange lui fait glisser un verre avec un sourire. Tu as déjà entendu parler d'une certaine organisation appelée la Fondation SCP? Les deux hommes ont discuté toute la nuit à propos de ce mystère qui, il s'avère, avait un nom. L'étranger l'appelait SCP-3940. SCP-3940 ne fait pas référence à une seule entité, mais à une série de 56 meurtres qui ont eu lieu entre 1949 et 1989. Dans chaque cas, les victimes ont été atteintes par une ou plusieurs flèches tirées d'une source invisible. Toutes les victimes des meurtres SCP-3940 sont mortes de traumatisme physique, peu importe la rapidité avec laquelle elles ont reçu des soins médicaux ou la compétence de ces soins. Le délai entre la blessure et la perte de conscience était d'environ 5 minutes dans chaque cas. Toutes les personnes ciblées par SCP-3940 correspondaient à un profil commun. Elles étaient toutes employées par Leon Schlesinger Productions, plus tard renommée Warner Brothers, entre les années 1938 et 1944. Enfin, la majorité des victimes ont participé à la production du court-métrage d'animation de 1940 A Wild Hare, mieux connu pour être le premier dessin animé à introduire les personnages de Bugs Bunny et du chasseur malchanceux Elmer Fudd.
Au départ, les meurtres semblaient normaux, mais la Fondation a ensuite constaté que de nombreuses victimes avaient été abattues sous des angles physiquement impossibles. Parfois, ils étaient filmés par des caméras. D'autres fois, les flèches atteignaient leur cible malgré des obstacles physiques bloquant leur trajectoire. Un exemple particulièrement notable est le sort de Phil Monroe, l'un des animateurs originaux de la série de dessins animés Looney Tunes. En 1988, la Fondation s'est inquiétée que Phil soit la prochaine cible et l'a amené au site 19 de la Fondation pour sa propre sécurité. Il a été placé dans une cellule sécurisée, sous couvert d'une protection organisée par le FBI, bien qu'il aurait dû être parfaitement en sécurité à l'intérieur, enfermé comme il l'était dans des murs par balles conçus pour résister même à une attaque de SCP-682. Phil a été retrouvé mort dans sa cellule le jour même où il a été placé sous protection. Lorsque le personnel de la Fondation est arrivé pour lui apporter son dîner, Phil gisait face contre terre, son corps inerte criblé de flèches. En examinant les images de vidéosurveillance, l'équipe de sécurité était perplexe. La vidéo montrait Phil dans sa cellule, feuilletant distraitement un magazine donné pour se divertir. Soudain, il leva les yeux, écarquillé comme s'il avait perçu un bruit étrange. Puis, tout à coup, une flèche surgit à travers le mur, le transperçant en pleine poitrine. Il s'effondra et resta au sol jusqu'à sa découverte. Il a été confirmé plus tard que plusieurs chercheurs de la Fondation avaient identifié la flèche visant Phil avant qu'elle ne soit tirée, l'observant à un endroit situé à plus de 5 km du site 19. Mais lorsque la flèche a été lancée, elle a réussi à parcourir 5 km, à percer le sol et à traverser plusieurs couches de murs de sécurité de la Fondation avant d'atteindre sa cible prévue. C'est cet incident qui a poussé la Fondation à abandonner toute tentative de protéger les victimes du SCP-3940. Si les flèches pouvaient parcourir d'aussi longues distances et percer des murs supposément impénétrables, alors cela semblait être une entreprise vaine. La Fondation a découvert le SCP-3940 pour la première fois en 1949, lorsque Leon Schlesinger a été retrouvé mort chez lui. Il était toujours allongé dans son lit, cloué là par 11 flèches qui avaient traversé le fond du lit, remonté à travers le matelas et pénétré dans son corps. Curieusement, le sol sous le lit était complètement intact. L'une des flèches était plantée dans la langue de Schlesinger et portait la note faisant référence à Chronique 110. À l'origine, la Fondation soupçonnait que l'anomalie était un incident isolé, une série d'attaques commises par une seule personne d'intérêt. Mais il est vite devenu évident, après 3 cas presque identiques d'affilée, qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus anormal. Le 10 juillet 1989, Mel Blanc, le célèbre doubleur sans doute le plus connu pour avoir incarné le personnage de Bugs Bunny à partir de 1940, a été tué par un total de 59 flèches. N'insistez pas, il n'y a pas d'autres détails. On m'a dit qu'il y avait eu une dissimulation élaborée impliquant la presse et le Blanket State, mais croyez-moi quand je dis que j'ai fait mes propres recherches et confirmé l'histoire grâce à, disons, des sources alternatives qui souhaitent rester anonymes. La flèche qui traversait les célèbres joues de Blanc portait un mot attaché, disant « En Assyrie, nous punissons la calomnie par la mort ». Pendant ce temps, au moment exact de la mort de Blanc, la statue de Bugs Bunny devant les studios Warner Brothers a été bombardée par une volée d'environ 4000 flèches, la frappant de toutes les directions, y compris depuis le sous-sol, ce qui aurait dû être impossible, jusqu'à ce qu'elle soit réduite en gravats. Lorsque la poussière était retombée, une seconde volée de 372 flèches fut tirée sur le sol devant les restes de la statue. Vues d'en haut, les flèches formaient un message. C'est comme ça que ça se passe, Doc. Suite au décès de Mel Blanc et à l'agression de la statue de Bugs Bunny, 2 événements simultanés désignés comme Incident 39400, aucune autre activité SCP-3940 n'a été détectée. Les précédentes mesures de confinement incluaient des protocoles de désinformation sur les victimes et leurs décès, ainsi que des consignes pour traquer le tueur. Au départ, la Fondation a tenté d'intervenir et de protéger les victimes pressenties, mais après que ces efforts aient échoué 14 fois de suite, ils ont été suspendus. Comme SCP-3940 est inactif depuis des décennies, sa désignation a été changée en neutralisé. Nimrod a apparemment obtenu la vengeance qu'il voulait. Il me semble que quelque chose s'est offensé de l'invocation sarcastique de Nimrod par Bugs Bunny dans le dessin animé Un lapin sauvage. Nimrod, pour ceux qui ne le savent pas, est un personnage biblique connu pour être un puissant chasseur. Peut-être, et ce n'est qu'une supposition fondée, qu'il chassait avec des flèches. Je ne vais pas prétendre qu'un personnage biblique ait cherché vengeance contre Warner Brothers et les créateurs de Bugs Bunny, mais il s'est déjà produit des choses plus étranges.
Je ne peux pas être totalement certain si Nimrod lui-même a commis ces meurtres étranges, mais il semble que quelqu'un de très puissant ait décidé d'appliquer une justice digne de l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure. Une fois la rancune réglée, les meurtres ont cessé. Quoi qu'ait déclenché l'événement, je ferai attention aux noms que j'utiliserai comme insulte à l'avenir. On ne sait jamais qui écoute et ce qu'il pourrait faire à ce sujet. Mais je crains d'avoir un peu trop bavardé, je pense. Pour l'instant, c'est tout, les amis. Allez voir le Patreon du Dr Bob et devenez un chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-7066 Zombie Simpsons.